s'attendre à tout en politique, où tout est permis, sauf de se laisser surprendre. Charles Maurras, l'Action française. Charles Maurras était tellement sourd que le 27 janvier 1945, dans le box des accusés de la Cour de justice de Lyon, il entendit à peine le président du tribunal annoncer qu'il était condamné à la prison à perpétuité pour intelligence avec l'ennemi. Mais quand son avocat lui tendit le verdict écrit sur une feuille de papier, on l'entendit crier avec sa voix de fausset « C'est la revanche de Dreyfus ». Tout le monde savait que son mouvement et son journal, l'Action française, étaient nés 40 ans plus tôt quand, à la fin de l'affaire Dreyfus, une poignée de royalistes avait décidé de réagir contre la réhabilitation de celui qu'ils considéraient comme un traître. Ils s'appelaient Maurice Pujolt et Henri Vaugeois, les fondateurs d'un mouvement royaliste qui exerçait une influence politique et intellectuelle considérable sur la France du début du XXe siècle. Mais leur chef incontesté pendant plus de 40 ans, c'était ce petit homme chétif, sourd, et que sa drôle de voix n'a pas empêché d'être une des figures les plus importantes de la politique française entre les deux guerres, Charles Maurras. Ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un État stable, durable, cohérent et se rapportant à toutes les grandes forces du passé. Pendant 40 ans, je livrais une lutte sans merci à la forme parlementaire, démocratique et républicaine de l'État. Stéphane Giocanti, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, personne n'oserait dire ce que disait Maurras, que l'on vient d'entendre en 1938, le jour où il entrait à l'Académie française. Charles Maurras, dont vous venez d'écrire une biographie dans laquelle vous rappelez l'influence considérable qu'il a pu avoir dans la politique et les milieux intellectuels français entre les deux guerres. Et pourtant, on vient de l'entendre, c'était pas vraiment un orateur. Je crois que sa voix amusait même ses propres partisans. En effet, Maurras était un mauvais orateur, notamment parce que depuis l'âge de 14 ans, il avait été frappé par la surdité. Donc lorsqu'il parlait, il ne s'entendait pas. Mais c'est une personnalité qui, comme vous l'avez dit, a énormément marqué les esprits. Il a marqué profondément plusieurs générations. Et la raison pour laquelle il a exercé une telle influence, c'est le fait qu'il s'agit d'une personnalité extrêmement riche et complexe en même temps, puisqu'il a été à la fois journaliste, critique littéraire, écrivain, philosophe politique, poète, donc une personnalité très 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 riche. Et royaliste. Alors évidemment, là encore aujourd'hui, ça peut surprendre. À l'époque, lorsque l'Action française est née, nous sommes à la fin du 19e siècle. Il faut rappeler, vous le faites, Stéphane Giocanti, la République n'existe que depuis 20 ans. Elle est encore assez fragile. Elle est fragile et elle est même largement contestée parce qu'elle mène une lutte active contre l'homme traditionnel qu'elle prétend régénérer et même détruire. Elle mène une lutte acharnée contre le catholicisme traditionnel ou le catholicisme en général d'ailleurs. Et effectivement, la monarchie a manqué d'être rétablie à une voix près en 1872. Et donc, lorsque l'Action française va naître en 1898, il y a un public monarchiste tout à fait important. Et puis alors il y a aussi des critiques qui sont faites à sa politique étrangère, qu'on juge trop souple vis-à-vis de l'ennemi, qui est l'Allemagne, qui vient de battre la France en 1870, pour la corruption aussi de ses élites avec un certain nombre de scandales, les scandales de Panama ou l'affaire des décorations. Mais surtout il y a une chose qui est à l'origine, vous le rappelez Stéphane Giocanti, de la naissance de l'Action française, c'est l'affaire Dreyfus. Pourquoi a-t-elle ainsi provoquer l'apparition de l'Action française? Il y a tout de même autre chose qu'il faut rappeler juste avant l'affaire Dreyfus, c'est l'anti-89, parce que toutes les consciences de cette époque-là sont irriguées dans la mémoire post-1870-1871. La France a perdu 2 départements et par conséquent, les intellectuels entre 1871 et 1900 remettent en cause tout l'héritage révolutionnaire et celui des Lumières. Et effectivement, l'affaire Dreyfus arrive à un moment pour cristalliser ces mécontentements, cette réflexion, parce que la France a beaucoup souffert de la guerre. Maurras a été hanté par l'image de la guerre civile, donc de la Commune en 1871. Et donc l'affaire Dreyfus paraît cristalliser les inconséquences, du point de vue de Maurras et de ses amis, les inconséquences de la République qui ne parvient pas à surmonter la question posée par cette affaire judiciaire.
Alors elle va rassembler les anti-Dreyfusards, les adversaires de la révision du procès Dreyfus dans plusieurs organisations, la Ligue de la patrie française créée contre la Ligue des droits de l'homme, le Comité d'action française, le mot apparaît, créé par Maurice Pugeot et Henri Vaugeois, une revue aussi, l'Action française, créée en juin 1999, qui n'est pas à l'origine royaliste. En fait, tous ces mouvements sont composés aussi d'un certain nombre de républicains. C'est Maurras qui va les rassembler derrière donc une idéologie absente au fond qui n'existe pas à droite à l'époque, alors qu'il y a le marxisme à gauche, et cette idéologie, c'est l'avènement, le retour de la monarchie, l'établissement de la monarchie en France. En effet, on peut dire que la droite, entre 1900, disons, et 1940, en gros, ça sera l'Action française. La source intellectuelle, le socle idéologique, le socle critique par rapport à la gauche, ça se résume à Maurras et à l'Action française, en gros. Effectivement, et alors l'Action française, au début, effectivement, était républicaine. Et c'est Maurras qui va les convertir les uns après les autres par des soirées interminables. Il va leur parler, c'est un grand dialecticien, il n'est pas grand orateur. En revanche, et c'est quelqu'un qui a une culture historique, philosophique et littéraire extrêmement importante, et il va avoir une grande force d'attraction, ce qui fait qu'il va attirer beaucoup de soutien. Alors dans ce qui devient aussi, après avoir été un journal, ça reste un journal, une ligue, la Ligue d'action française créée en 1905 et qui à ses débuts n'a pas un succès considérable jusqu'en 1914, la guerre de 14, pendant laquelle ces royalistes de l'Action française soutiennent l'Union nationale, Clémenceau, le président Poincaré. Elle a même des députés à l'Assemblée nationale élus en 1919, dont Léon Daudet. Léon Daudet, autre grande figure de l'Action française, très virulent à la Chambre quand il condamne en 1927 la signature des accords de Locarno, signés avec l'Allemagne par le ministre des Affaires étrangères français Aristide Briand. Écoutez Léon Daudet, employant d'ailleurs contre lui un langage pour le moins fleuri. Qui nous aurait dit que la victoire serait sabotée comme elle l'a été par un vieux souteneur ramolli, Aristide Briand, auquel Clémenceau avait ostensiblement refusé la main. Je vois encore Aristide, sous sa tignasse crasseuse, s'approchant du père la victoire, prendre une patte molle, équilibrée, la patte de Locarno et du rapprochement franco-allemand, et Clémenceau, dérobant sa main bordée de gris. Qui nous aurait dit que la République, après avoir, par son préparation militaire, coûté au pays 100 000 de ses meilleurs enfants, traiterait de nouveau au joug allemand, à la menace d'une invasion nouvelle, la 6e en 126 ans. Il n'y a que cette alternative, ou la guerre, ou le roi, abat la République, vive le duc de Guise, et nous ferons roi. Quand les lys blancs refleuriront, bientôt finira notre scène. Avec emprunt nous chanterons, quand les lys blancs refleuriront. De la délivrance prochaine, notre espérance n'est pas vaine. Quand les lys blancs refleuriront, allez dire au roi qu'il revienne. Quand les lys blancs refleuriront, une chanson délicieusement rétro de l'Action française, chantée par Fanny Lancret en 1933. Léon Daudet, qu'on a entendu avant, c'était une autre grande figure. Il y en avait deux qui dominaient, c'était Maurras et c'était Daudet, Stéphane Giocanti. Et Jacques Bainville. Mais effectivement, Léon Daudet, lui aussi, était... Alors lui, par contre, était un très grand orateur, un tribun, quand sa voix retentissait dans la Chambre, quand il était donc député à partir de 1919. Proust le comparait à Saint-Simon, parce que Daudet était aussi un très grand mémorialiste, qui a beaucoup parlé donc des écrivains, des poètes de son temps, et c'était par ailleurs un polémiste, un très grand polémiste au niveau littéraire, en tout cas, parfois outrancier. Vous avez cité Proust, là, Stéphane Giocanti, qui, comme beaucoup d'autres écrivains de l'époque, ont été fascinés par l'Action française, en tout cas, ont été intéressés par Maurras. Il y avait Bernanos, il y avait aussi Maritain, l'historien Jacques Bainville, Brasillac, Thierry Monnier, Bourget.
Proust, alors que l'Action française était également connue pour son antisémitisme. Oui, c'était un antisémitisme de fin du 19e siècle, c'est-à-dire que c'est un antisémitisme qui se voulait politique, qui se voulait d'État, qui restait évidemment ambigu, mais qui n'empêchait pas des rencontres et des louanges, puisque Maurras est le tout premier, avec Léon Blum d'ailleurs, à découvrir Proust en 1896. Maurras a cette phrase très étonnante où il dit que Marcel Proust nous sera un témoin de la vérité retrouvée. Oui. Expression intéressante quand on connaît le titre du dernier volume de La Recherche du temps perdu. Oui, c'est peut-être joli, mais enfin, ça l'était beaucoup moins, les propos antisémites, vraiment d'une violence absolument insensée. En effet, mais il faut rappeler que c'était extrêmement mobilisateur à cette époque-là. L'antisémitisme plaisait malheureusement à beaucoup de gens. Alors très anti-allemand aussi ce mouvement, on l'a entendu dans la bouche de Léon Daudet, ça reste l'ennemi principal. Très catholique, parce que il soutient les catholiques contre la République anticléricale. Et alors là, il y a une chose extraordinaire qui se passe en 26, qui va d'ailleurs coûter cher à l'Action française, Stéphane Giocanti, c'est que l'Action française est condamnée par le pape Pie XI. Alors là, c'est difficile à expliquer et à comprendre. Oui, parce que l'Action française a mené une lutte acharnée effectivement contre l'anticléricalisme de la République, mais d'un autre côté, la politique du pape était exclusive et le pape considérait que l'Action française mordait trop sur les jeunes gens et cette raison-là, plus des oppositions dans les positions en politique étrangère, le Vatican ayant une politique de rapprochement avec l'Allemagne et l'Action française dénonçant la montée du germanisme sous sa forme la pire, c'est-à-dire le nazisme, toutes ces deux raisons-là se sont conjuguées pour effectivement expliquer la condamnation de 1926 qui sera levée en 1939. Et qui est catastrophique pour l'Action française parce qu'elle compte énormément de catholiques qui évidemment appréciaient le soutien qu'elle avait apporté aux catholiques français pendant la querelle des inventaires, séparation de l'Église et de l'État. Ça va casser le rythme de l'Action française, il va y avoir des désabonnements, par exemple le futur maréchal Leclerc ne lira plus l'Action française après 1926, la famille de Gaulle non plus. Il lisait, oui, effectivement. Il lisait l'Action française et ça va avoir effectivement des répercussions pendant des années sur le mouvement. Alors cette condamnation, effectivement, est très très difficile à supporter pour eux. De même aussi peut-être que les violences du service d'ordre de l'Action française, on n'en a toujours pas parlé, les camelots du roi, qui s'en prennent évidemment à tous leurs adversaires, les communistes, les socialistes, et puis leur chef aussi, Léon Blum, qui en 1936 allait être la victime de la violence des camelots du roi. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce sont les camelots du roi. Ils enterrent Bainville. Oh, on tombe mal. C'est Blum! Rupture de la veine temporale, hémorragie, contusion multiple. Beaucoup de chance, monsieur Blum. Étudiants et camelots, apprêtez-moi vos triques, c'est le dernier assaut. Contre la République, il faut abattre enfin la gueuse tyrannique. Frappons encore, toujours plus fort. Nous aurons se battant, en dépit de chantant, des Juifs et des Allemands restaurer le roi Jean. Étudiants et camelots, une chanson des camelots du roi qui en 1936 envoyait en effet Léon Blum à l'hôpital. C'est une organisation ancienne, elle datait de 1908, dirigée, créée par Maurice Pugeot de l'Action française. Mais alors, c'est essentiellement une organisation étudiante de la Ligue d'Action française. Stéphane Giocanti. Oui, c'est une organisation qui va avoir des sections un peu partout en France, environ 300 en 1912, qu'on va comprendre jusqu'à 60 000 personnes, 60 000 ligueurs. Leur activité, il faut en parler. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont surtout des gens qui collectent des fonds pour le journal, qui cherchent à assurer son indépendance financière. Toutes les semaines. Voilà, donc d'où l'expression camelot du roi. Donc ils cherchent à trouver des abonnements. Ils composent un service d'ordre au moment des réunions publiques, ils assurent l'organisation de conférences, ils participent à des commémorations, et puis il y a des chahuts, il y a des canulars, des provocations, et comme cet incident dont
vous avez parlé en 1936, au moment des obsèques de Jacques Bainville, où ce ne sont pas des camelots du roi qui frappent Léon Blum, ce sont des camelots du roi qui étaient en rupture et qui allaient former la cagoule. Ouais. Oui, mais enfin bon, ce sont des camelots du roi qui étaient en rupture, peu importe, je veux dire par là, cette violence, vous me direz, elle était partagée, il y avait aussi des services d'ordre dans les organisations, je crois, chez les communistes, hein, et il y a eu des morts d'ailleurs. Avec la différence que les communistes tuaient, tandis qu'il n'y a eu aucun assassinat politique du côté de l'Action française. Ouais, c'est peut-être parce qu'ils ont raté leur coup, parce qu'ils étaient quand même d'une violence inouïe. Hein, Oui, il y avait des bagarres de rue, mais l'assassinat politique était systématiquement rejeté par Maurras et par l'Action française. Alors il y a le 6 février 34, alors là, les camelots du roi vont jouer un rôle important dans cette grande manifestation après l'affaire Stavisky de plusieurs organisations de droite contre le régime pourri, entre guillemets. Et là, les camelots du roi étaient présents, cette manifestation qui a mal tourné. Il y a eu des morts du côté des manifestants. Là, on a accusé Maurras d'avoir hésité, parce que des gens se disaient peut-être qu'il est possible de prendre le pouvoir, de restaurer la monarchie, de prendre d'assaut l'Assemblée nationale en face de laquelle il se trouvait, et Maurras ne fait rien là. Il ne fait rien parce qu'il voit bien que de toute façon c'est inutile. Parce qu'en réalité, l'Action française n'a absolument pas les moyens, ni même les mouvements nationaux autour, n'ont absolument pas les moyens de faire un coup d'État. Quand on fait un coup d'État, il faut infiltrer la police, l'armée, les communications. Ça n'est absolument pas le cas. Donc il assure le roulement, j'allais dire, du journal, et il essaye de faire en sorte que les camelots du roi ne s'énervent pas trop, parce qu'effectivement sur le terrain, parfois ça chauffe. Ouais. Alors, en tout cas, l'AF comme ligue, la Ligue d'Action Française sera supprimée, c'était prévu. Toutes les ligues ont été supprimées, c'était au programme du Front Populaire et de Léon Blum, supprimé en 37. Là-dessus, ça s'ajoute encore une autre chose difficile, évidemment, pour l'Action Française. Qu'est-ce qu'elle soutient? Elle soutient la restauration d'un roi. Le prétendant, à l'époque, c'est Henri, comte de Paris, et le comte de Paris, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, condamne lui aussi l'Action française. C'est-à-dire qu'il y a deux dynamiques qui se sont mises en place l'une parallèlement à l'autre, d'une part l'Action française, vous l'avez rappelé, et puis la dynamique du prétendant qui cherche à rassembler, y compris au-delà de l'Action française, qui est encore condamnée par l'Église en 1937. Donc il est certain que le prince, comme on l'appelait, cherche à faire venir à lui les catholiques fidèles à Rome. Et c'est une des raisons principales qui explique sa prise de distance vis-à-vis de Maurras. Enfin, c'est plutôt embêtant, c'est un peu comme si l'UMP condamnait Sarkozy, quoi. Ceci dit, que la différence, c'est que Maurras ne cessera pas de faire applaudir le nom du comte de Paris à toutes ses réunions. Alors Maurras, en tout cas, et l'Action française qui se disperse à ce moment-là, qui a perdu pas mal de militants, n'a plus beaucoup d'audience lorsqu'en 1940, se déclenche la guerre, et qu'à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur du poète Frédéric Mistral, Maurras salue l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, qu'il va considérer même comme une divine surprise. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Je considère que ce 8 septembre 1940 sera une très grande date. Pour la première fois, nous voyons le chef du gouvernement français, l'admirable maréchal Pétain, venir dire la grande admiration qu'on avait pour la poésie et pour l'élévation de la pensée de Mistral, mais l'aveu que Mistral est en ce moment-ci, par sa pensée absolument nécessaire à la renaissance de la patrie française. Comment est-ce qu'en 1940, Stéphane Jocanti, à l'occasion de cette commémoration de Frédéric Mistral, de cet hommage à Frédéric Mistral, Maurras, ça veut dire toute la guerre, lui qui était tellement anti-allemand, a pu soutenir le maréchal Pétain qui collaborait avec eux? Il soutenait le maréchal Pétain en tant que, selon lui, le maréchal Pétain résistait aux Allemands, en tout cas cherchait à leur donner à faire le moins de concessions possible. Mais au début, il soutient Pétain comme à peu près tout le monde. Il faut quand même rappeler l'état de la France en 1940, qui est absolument catastrophique. Il y a 10 millions de Français sur les routes, il va y avoir 2 millions de prisonniers, et donc il va réagir par rapport à Pétain comme il avait réagi pendant la Grande Guerre vis-à-vis de Raymond Poincaré. C'est peut-être cela son erreur majeure.
c'est d'avoir cru que sa relation avec Poincaré, au moment de l'Union sacrée, pourrait se répéter avec Pétain. Alors il espérait peut-être aussi que Pétain restaurerait la monarchie, serait l'instrument d'une restauration. Pas Ce qui est important quand même, c'est que là, le mouvement royaliste, et on l'a un peu oublié, s'est profondément divisé. Oui. Il y a eu ceux qui se sont mis du côté de Pétain, auprès de lui, pour faire parfois le pire, comme Vallat, par exemple, ou Alibert, qui prennent les mesures antisémites. Vallat n'était pas d'Action française. Oui, enfin, il en a été le soutien à un moment donné. Après la guerre. Après la guerre. Mais en tout cas, qui prennent des mesures antisémites. Et il va y avoir des collaborateurs affichés, comme Darnan, qui avait été l'Action française, mais aussi, on l'oublie souvent, dans la résistance, des gens de l'Action française qui vont rejoindre la résistance au général de Gaulle. C'est le cas de Jacques Renouvin, c'est le cas de Guillaume de Guillain de Bénouville, d'Honoré d'Estienne-Dorf, de Rémy. Au fond, il est complètement éclaté, ce mouvement, lorsque se termine la guerre. Absolument. Chacun, sauf les collaborateurs qui, à ce moment-là, ne se réclament plus de Maurras, parce que Maurras les renie immédiatement, mais entre ceux qui vont suivre Pétain d'un côté et ceux qui vont entrer dans la résistance, chacun justifiera a posteriori ses choix par fidélité à Maurras. Et de fait, il y a un éclatement profond du mouvement au cours de la guerre. Alors ça n'a pas empêché Maurras d'être condamné pour intelligence avec l'ennemi, je l'ai dit, oui. en 1945. Alors, c'est un procès politique, c'est un procès à moitié truqué, enfin l'expertise était complètement aberrante, ce qui n'empêche que Maurras, évidemment, vous le défendez, votre Maurras, hein. C'est-à-dire que pendant la guerre, c'est-à-dire que quand on impute des choses à quelqu'un, il faut être sérieux, et donc disons que les motifs pour lesquels il a été condamné n'étaient pas les bons. Intelligence avec l'ennemi, c'est une forfaiture. Il a jamais collaboré. Il n'a jamais eu de collaboration. Ouais. Enfin, il y a eu des royalistes qui ont collaboré. C'est quelqu'un qui répétait que il appartenait à une génération, on appelait son chien Bismarck. On peut lui reprocher d'avoir écrit des articles contre la résistance et contre les Juifs pendant la guerre. C'est quand même grave. Hein. Ça, c'est grave. Alors, cela dit, il est condamné à perpétuité. Il mourra en 1952, mais en laissant derrière lui quand même des traces, en marquant les générations de l'après-guerre. Écoutez, Jacques Laurent, en 1974, rappelant avec humour son passé à l'Action française. Moi, que j'étais l'Action française, je n'avais pas de problème. J'étais contre la dictature. J'étais contre la démocratie aussi. J'étais pour une monarchie. Je la savais parfaitement impossible. Car l'Action française était quand même un mouvement merveilleux. Il soutenait la chrétienté, mais était excommunié par le pape. Il soutenait la monarchie, mais il avait été totalement renié par le comte de Paris et mis au banc du royaume. Et c'était un mouvement, au fond, d'une anarchie merveilleuse qui pouvait se permettre de critiquer sa société sans, heureusement, proposer des solutions de remplacement. Je lis ce que disait Jacques Laurent, au fond, comme si la monarchie était une solution bidon, quoi, au fond. C'est ce que dit Jacques Laurent, en disant pas de solution de remplacement. Et qu'il n'y croyait pas lui-même. Lui certainement, parce que Laurent était très stendhalien, très esthète. C'est une autre génération. Alors, il y a eu beaucoup d'autres écrivains aussi marqués, ou qui ont été marqués par l'Action française après la guerre. Ah bah oui, et on peut citer ici quelques noms. Enfin bon, les hussards en général, même s'ils ne l'ont pas toujours dit, ont quand même beaucoup lu Nimier, ont beaucoup lu Maurras, ont été très marqués par l'histoire de l'Action française, par ses catastrophes, ses heurts et malheurs. Pierre Boutan a été, à mon sens, le principal héritier de Maurras, et celui qui a renouvelé le royalisme. Lui, c'était sérieux, et il a été Michel Déon aussi. Alors Michel Déon, du Tour, oui. Voilà. Et alors, quand vous citez Boutan, ça fait partie d'une scission, parce que elle existe encore, elle est très profondément divisée. Il y a les traditionnalistes d'Aspect de la France, du journal Aspect de la France, mais il y a aussi des gens qu'on pourrait dire des royalistes de gauche. Je pense à la Nouvelle Action française de Bertrand Renouvin ou Gérard Leclerc, ou à Pierre Boutan, justement. Et eux, ils ont ranié tout à fait le passé collabo de certains royalistes, ou l'antisémitisme. Là, il n'y en a plus Absolument. Du tout, c'est clair. Ils ont fait un inventaire, et Renouvin et Leclerc vont créer en 71 la Nouvelle Action française, qui sera rebaptisée ensuite la Nouvelle Action royaliste, parce que l'héritage de Maurras sera plus systématiquement renié. Mais effectivement, le but de ce mouvement était de renouveler le message et, j'allais dire, de dédroitiser le royalisme. Ils ont fait voter 2 fois pour François Mitterrand, il faut le rappeler, au présidentiel. Et aujourd'hui, est-ce que ça paraît un peu lointain, tout ça, quand même? Il n'y en a plus beaucoup des royalistes
ça en France, Stéphane Giocanti, et des gens qui se réclament de Maurras encore moins. De fait, il y a toujours une sensibilité, un courant royaliste, certes plus ou moins marginal, mais enfin, si on prend dans les milieux de la presse, de l'édition, ou même parmi des intellectuels, des auteurs, il y a tout de même il y a un cheminement, il y a une réflexion, il y a des revues comme Les Épées qui essayent de renouveler tous ces messages. Et de l'Action française, dont on retrouve aussi l'histoire dans votre biographie de...